Bienvenue dans l'Oeil Clébar, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie, et je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec le laboratoire TVM, une marque du groupe Dome Pharma, engagée depuis plus de 40 ans dans le développement de produits d'ophtalmologie vétérinaire. Nous les remercions pour leur soutien logistique et la totale liberté de contenu qu'ils nous ont offert. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver le docteur Anaïs Lamoureux. Alors, bonjour Anaïs. Bonjour Bertrand. C'est un grand plaisir en fait de te retrouver puisque pour une fois en fait on a quelqu'un qui est originaire de l'école de Lyon, la première école vétérinaire au monde et la meilleure bien sûr en tous les cas. Anaïs Lamoureux, elle a un parcours plutôt atypique par rapport aux intervenants qu'on a l'habitude d'entendre dans le podcast L'Oeil Clébar, puisqu'elle, son cœur de métier, ce n'est pas l'ophtalmologie, mais la médecine interne. Elle nous détaillera un peu en quoi ça consiste. Et elle a été diplômée donc de l'école de Lyon, puis ensuite a fait un assistanat, un internat et un assistanat à l'école vétérinaire d'Alfort. Et ensuite, elle est partie donc faire une résidence à nouveau à Lyon pendant 3 années en fait, et depuis maintenant 3 ans et demi, hein, c'est ça, tu exerces en fait à Norvet. Donc c'est un grand centre hospitalier, il y a des hôpitaux vétérinaires maintenant en France, et celui-là il se trouve à Lille, plus exactement à la Madeleine, où tu pratiques exclusivement donc en médecine interne là-bas. Ma première question, aujourd'hui en fait on va parler. En fait, l'œil est vraiment le reflet de l'organisme, c'est un hublot sur l'organisme, donc on va faire le lien entre l'ophtalmologie et la médecine interne. Ma première question, toi, sur ta pratique, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait d'ophtalmologie et pourquoi tu as préféré faire de la médecine interne? Bonne question. Je pense que, alors j'aime la diversité de la médecine interne, je pense en termes d'organes avant tout, plein de sous-domaines en fait au sein de la médecine interne, et j'aime en fait le côté un petit peu challenge d'aller trouver ce cas l'animal sur des cas un peu compliqués et d'allier en fait plein de disciplines en même temps, puisque généralement, enfin, on a quand même un gros parallèle avec l'imagerie, on travaille énormément avec nos imageurs, également avec les chirurgiens et autres disciplines, en effet, ophtalmologie, etc. Et j'aime bien en fait ce côté-là un petit peu central où on regroupe tout pour se faire une idée de ce qui se passe exactement. Et puis après, c'est vrai que dans la médecine interne, on pratique quand même beaucoup, surtout je pense dans le privé, en endoscopie. Et c'est vraiment une partie que j'aime beaucoup en fait dans cette discipline, tout ce qui est un petit peu endoscopie, voire interventionnelle. Donc d'où le fait de mon choix de la médecine interne. Oui, donc pour les auditeurs, pour les propriétaires d'animaux qui nous écoutent, en fait, donc toi, tu es vétérinaire, mais tu ne fais que la médecine. C'est comme leur médecin généraliste, c'est-à-dire que à la différence de certains vétérinaires généralistes, tu ne fais pas d'intervention chirurgicale poussée ou de choses comme ça. Non, du coup, je ne fais alors vraiment que la médecine interne au sens strict, donc qui va comprendre des sous-disciplines. Donc en gros, gastro-entérologie, pneumologie, uronéphrologie, endocrinologie, infectiologie ou encore maladies immunitaires et du sang. Et je ne fais rien d'autre à côté. Donc je vais jamais opérer, je fais pas non plus de consultation générale, par exemple de vaccination. Et également, par exemple, je ne fais pas tout ce qui est dermatologie, enfin problème en fait classique. Généralement, les cas que je vois, c'est des cas qui sont déjà vus par d'autres vétérinaires avant, qui sont assez complexes et qui nécessitent du coup des examens et un avis plus spécialisé dans les domaines que je pratique. Donc si on résume, en fait, tu es un peu Dr House du vétérinaire. Ouais, alors on le dit souvent un petit peu comme ça parce que ça donne une image qu'on connaît bien, en effet, et je pense qu'au final, en effet, on va dire Dr House est un interniste en médecine humaine. On pense. Et heureusement que vous êtes là parce que c'est vrai que la médecine interne, elle fait vraiment le lien, le ciment entre plein de disciplines, effectivement. Et c'est quand même une discipline qui est hyper vaste. Et au niveau des connaissances, je pense que c'est une des disciplines qui est la plus complète, je pense, dans nos pratiques vétérinaires. Donc l'œil, en tant que tel, pourquoi est-ce qu'on dit souvent en fait que finalement l'œil de l'animal, ça reflète l'état général de l'organisme de l'animal? C'est vrai aussi même chez l'homme en fait. Eh bien, je pense que l'œil, alors c'est un organe, mais c'est un organe qui est vraiment central au sein de l'organisme. C'est limite un petit organisme au sein de l'organisme, puisqu'en fait, il va être relié à plein d'autres organes. Et du coup, il va être le reflet d'énormément de choses. Donc, dans les choses qu'on peut citer de manière assez simple, par exemple, il y a le lien direct avec les conjonctives, mais surtout la peau. Et donc, beaucoup de troubles dermatologiques peuvent aussi se refléter au niveau oculaire, ou en tout cas
toucher indirectement l'œil. On va penser par exemple alors à l'atopie, à certains parasites, mais également par exemple les maladies immunitaires des jonctions cutanées ou muqueuses. Au-delà de la peau, des téguments, on a également en fait un lien directement avec toute la vascularisation et par exemple sur des phénomènes hypertensifs, ça va être très fréquemment visible au niveau oculaire et donc on aura une représentation des maladies systémiques vasculaires, voire cardiologiques au niveau oculaire. Dans un autre domaine qui est la neurologie, l'œil va être également est innervé par, beaucoup de nerfs, que ce soit pour le mouvement de l'œil, le mouvement des paupières, la position du globe, la taille de l'iris, est-ce que l'œil est dilaté ou non? Tout ça, c'est contrôlé par des nerfs et la vision en elle-même est contrôlée par le nerf optique. Donc de la même manière, il y a un lien direct avec, le système nerveux et certaines maladies nerveuses. Donc voilà, l'œil est vraiment au centre de tout ça. Du coup, souvent, nous, quand nos assistantes, elles reçoivent des appels téléphoniques, en fait, les gens, quand ils parlent de l'œil, quand ils décrivent un peu l'état clinique de leur animal, ils peuvent être amenés, en fait, à détailler des modifications de la couleur de l'œil, voire même des annexes. Donc les annexes, c'est tous les tissus qui sont autour de l'œil. Est-ce que c'est vrai, finalement, que ces changements de couleur de l'œil et des annexes, du coup, ça peut renseigner, finalement, sur des modifications plus générales? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que des changements de couleur de l'œil, c'est pas qu'une affection oculaire, ça peut être aussi des affections qui sont plus générales? Oui, alors clairement, je pense que l'évaluation justement de l'œil et de ses annexes fait partie de toute façon pour moi de l'examen clinique général qu'on va faire sur tout animal pour juger justement de la couleur et des muqueuses. Donc on regarde bien entendu dans la bouche, mais on regarde aussi dans l'œil et même parfois on ne peut regarder que dans l'œil quand on a un animal qui est par exemple agressif. Et donc oui, on va pouvoir juger de la couleur. Alors certaines plus facilement que d'autres. Je pense qu'une qu'on va très très facilement juger au niveau de l'œil, c'est la couleur jaune, l'ictère, qu'on verra vraiment très facilement. Alors surtout sur la sclère, je trouve, également sur les conjonctives, bien sûr, mais la sclère également, on voit la coloration jaune. Et pour nous, c'est tout de suite une indication qu'il va falloir explorer l'origine de l'ictère, donc qui peut être préhépatique, hépatique, post-hépatique, mais voilà, c'est des indications assez faciles et directes qui nous orientent. Dans les autres couleurs qu'on va pouvoir juger, il y a la couleur alors plus ou moins rose, donc la pâleur des muqueuses quand c'est blanc. Ça se voit aussi très bien, je trouve, au niveau des conjonctives, pas de la sclère cette fois-ci, juste les conjonctives. Et là, alors pour le coup, on va suspecter potentiellement des anémies. Alors même si pâleur ne veut pas dire anémie à 100%, on a d'autres causes de muqueuses pâles, notamment tout ce qui est vasoconstriction ou hypotension, choc hypovolémique. Mais voilà, ça reste quand même une bonne indication. Dans le sens opposé, on peut aussi juger de muqueuses congestionnées, alors qu'on prend souvent moins en compte sur des maladies particulières, ou en tout cas des cas assez rares, mais sur des animaux énervés, on pourra avoir des muqueuses congestionnées ou stressées. Et après, pour les autres couleurs, alors il y a la cyanose également, quand on parle des muqueuses, donc la couleur un peu bleutée. Je trouve pour le coup que ça se voit un petit peu moins au niveau oculaire que sur la langue. Pour moi, c'est vraiment la langue, l'endroit où on le visualise le mieux. Mais en effet, ça peut être également visible. Et après, au-delà de la couleur, quand on va justement faire notre examen et regarder au niveau oculaire, on va également regarder la position de l'œil, puisque sur un animal qui est déshydraté, on peut avoir un globe oculaire qui est rétracté, une hénophtalmie, et ça nous indique quand même un état de déshydratation qui est assez avancé. Sauf sur des animaux qui ont perdu vraiment beaucoup de masse graisseuse, donc des animaux cachectiques où là on peut pas vraiment interpréter. Mais sinon sur un animal avec une masse graisseuse normale, ça signe en effet une déshydratation. Donc ça aussi a son intérêt au-delà des couleurs pour ces signes systémiques. Donc finalement, on peut résumer que même déjà au niveau d'un propriétaire d'animal, le fait d'avoir un changement d'aspect de son œil doit le motiver clairement en fait à consulter un vétérinaire ou du moins demander déjà dans un premier temps son avis. Oui, clairement. Et après, il y a des fois où on voit des choses qui sont assez, alors rares, mais très visibles pour le propriétaire. J'ai souvenir d'un chien. Alors on revient sur cette couleur jaune ictérique. C'était un husky qui avait les yeux bleus initialement, et du coup sur une leptospirose de forme hépatique, donc une maladie infectieuse qui touche le foie, il avait vraiment un ictère très important et son œil était vraiment devenu jaune vert fluo. Enfin, il était plus bleu, et ça pour les gens c'était vraiment extrêmement visible. Donc en effet, il faut s'en inquiéter, et c'est parfois alors plus ou moins subtil, mais bien entendu, les propriétaires, quand c'est ça, doivent contacter leur vétérinaire pour en discuter à minima.
Et là, on parlait des modifications un peu plus externes de l'œil, mais des fois, il peut y avoir aussi des perturbations intraoculaires, donc dans l'œil. Quand un œil devient trouble, ça veut dire quoi, en fait, quand on voit plus l'intérieur de l'œil? Alors en effet, normalement, l'œil est censé avoir des milieux qui sont transparents et puis dans certaines situations, ça change. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'œil a une barrière de protection par rapport, au système, vasculaire. C'est ce qu'on appelle les barrières hémato-oculaires. Il y en a 2 en soi, la barrière hémato-rétinienne et la barrière hémato-aqueuse et ces barrières, en fait, donc elles protègent le passage de certaines substances et également elles maintiennent un niveau d'homéostasie, on va dire. Et donc, sur certaines maladies, pathologies, on va avoir en fait une rupture de ces barrières ou en tout cas des barrières qui sont abîmées et qui vont moins bien fonctionner. Et donc, par exemple, lorsqu'on a une inflammation intraoculaire, donc notamment des uvéites, on va avoir donc cette barrière qui fonctionnera moins bien ou qui sera rompue et donc on aura passage de molécules et notamment de protéines qui vont engendrer en fait une couleur trouble dans l'œil. Après, le trouble, ça peut être aussi des troubles colorés, par exemple, on peut avoir du sang aussi dans l'œil. Là, cette fois, c'est quand on a plutôt une rupture de la barrière hémato-rétinienne, par exemple, sur des phénomènes hypertensifs, puisque cette barrière est très, très sensible aux variations de pression. Donc, il faut aussi s'inquiéter, en effet, des potentiels changements de la couleur au sein de l'œil, et notamment s'il devient trouble ou s'il y a des hémorragies. Tu nous parlais des maladies inflammatoires qui peuvent entraîner des perturbations, donc on va dire des barrières hémato-oculaires. Quelles maladies inflammatoires spécifiques? Alors il y en a plein, on ne pourrait pas toutes les aborder aujourd'hui, mais quelles sont les plus importantes qu'on va pouvoir, observer en médecine vétérinaire? Alors, sur les uvéites, hein, chez le chat et chez le chien, on va pas spécialement avoir en fait les mêmes causes. Chez le chat, dans celles qu'on va assez facilement citer, enfin où il faut penser en tout cas. Alors il y a bien sûr la PIF, la péritonite infectieuse féline, après sur des chats plutôt jeunes. On a également le lymphome, enfin les lymphomes, la toxoplasmose, la leucose féline, donc le FELV. Et puis on a aussi un certain nombre de formes qui sont idiopathiques. Chez le chat, ça va représenter 30 à 60% des cas, donc ce qui n'est quand même pas anodin. Et pour le chien, alors le chien, la première cause est idiopathique, c'est environ 60% des cas. Idiopathique, ça veut dire globalement qu'il n'y a pas d'origine sous-jacente mise en évidence ou connue. C'est que ça arrive tout Donc seul alors. donc quasiment dans 2 tiers des cas d'uvéite, dans 2 tiers des cas d'uvéite, finalement, on n'arrive pas à identifier la cause initiale. C'est quoi? C'est parce qu'on arrive trop tard? Ou est-ce que l'agent pathogène n'est plus là? Ou Alors je pense qu'il y a vraiment des cas qui arrivent d'eux-mêmes. Et après, en effet, je pense qu'il y en a plein d'autres où on reste limité, malheureusement. C'est la limite de la médecine au sens large, hein, c'est qu'on n'a pas toujours des réponses à tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traiter les choses et ça ne veut pas dire qu'il faut pas rechercher une cause sous-jacente, parce que là, il y a des traitements spécifiques. Mais en effet, je pense pas que 60% des cas soient idiopathiques au sens strict, à savoir qu'il n'y a vraiment pas d'origine. Je pense que surtout, il y a un certain nombre et un bon nombre de cas où malheureusement, on n'est pas capable de trouver l'origine, soit mmh sur des choses qu'on est complètement incapable d'identifier, hein, peut-être des choses infectieuses qu'aujourd'hui on n'est pas capable de mettre en évidence par les techniques qui sont disponibles, ou alors en effet quelque chose qui s'est passé avant, qu'on n'a pas objectivé au moment zéro, et qui derrière a laissé des conséquences ou des séquelles. d'accord. Et donc chez le chien, en fait, en cas d'uvéite, si c'est pas idiopathique, c'est quoi les causes les plus fréquentes qu'on va retrouver? Chez le chien, on va également retrouver alors les tumeurs type lymphome également, des origines infectieuses, hein, par exemple la leishmaniose, l'hernichiose, l'anaplasmose, donc beaucoup des maladies vectorielles. Et ça peut être également des dépôts de complexes humains, donc une médiation immune, sur une autre maladie infectieuse à distance, par exemple sur une endocardite infectieuse, on peut avoir une uvéite associée et d'ailleurs d'autres manifestations dans le corps de dépôts de complexes humains. C'est les D'accord. principales causes qu'on va généralement évoquer chez le chien. Et on parlait de la PIF, récemment, donc qui est un coronavirus, donc vraiment sujet d'actualité. Grâce ou même ça a été développé un petit peu avant l'épisode de coronavirus chez l'homme, il y a des essais thérapeutiques qui sont montrés quand même assez probants. Sachant que la PIF chez le chat, c'est extrêmement mortel. On rappelle pour les auditeurs pas forcément aguerris, c'est une maladie qui s'accompagne, donc qui peut être sous des formes sèches ou humides et qui atteint bien souvent en fait les jeunes animaux et qui était, je dis bien était, mortel en fait à près de 100 quand moi j'ai débuté, à exercer en 2005, on n'avait pas de solution et depuis une petite dizaine d'années, maintenant enfin même c'est quoi? C'est 4 à 5 ans à peu près, en Oui. fait, les premières études, ont montré qu'il y avait donc, une molécule qui s'appelle le GS 44 15 24 qui est un antiviral
Finalement, il n'y a pas tellement de consensus. Il y a eu des publications sur ce produit, sur le traitement de la PIF, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui sur le traitement, comment ça se passe, et au niveau des voies d'approvisionnement, en fait, comment on peut s'en procurer? Alors oui, en effet, il y a le GS 44 15-24 qui est une molécule en effet qui est assez vieille, enfin tout reste relatif, mais qui doit avoir même une bonne dizaine d'années, mais qui avait été mis en fait complètement de côté chez l'homme et qui du coup probablement un peu en lien avec le Covid a été un peu remise d'actualité et qui a été étudiée alors chez l'homme pendant le Covid, mais surtout aussi chez l'animal. Et donc chez le chat, ça a été testé sur la PIF. Il y a beaucoup d'études qui ont été publiées et même encore beaucoup d'études en cours actuellement avec des résultats qui semblent très prometteurs, puisqu'en effet, dans les études, on a une grosse partie des chats qui rentrent en rémission, voire qui guérissent de la PIF, ce qui n'existait pas avant. En effet, c'était un diagnostic de PIF, c'était une condamnation à mort pour un chat, sachant que ça touche majoritairement des chats très jeunes, donc c'est sûr que c'est d'autant plus compliqué. Donc aujourd'hui, le GS 44 15-24, ce sont majoritairement des injections, c'est des injections quotidiennes, c'est des protocoles généralement de 84 jours, avec des doses qui sont un peu dépendantes de la forme de la PIF, sachant que du coup sur des formes neurologiques, avec du coup parfois les formes oculaires qui rentrent dedans, enfin en tout cas qui sont associées bien souvent, des doses plus fortes qui sont nécessaires pour obtenir des bons résultats avec le traitement. Mais ça semble très prometteur. Alors ça ne guérit pas tous les chats, il y en a quand même qui décèdent de la PIF, mais on va dire qu'il y en a plus de 80% des cas, si on prend un peu l'ensemble des études, qui semblent en guérir sans qu'on ait aujourd'hui un recul sur des dizaines d'années non plus pour dire si c'est permanent et si ça revient pas quelques années plus tard. Mais en tout cas, c'est très prometteur. Le gros problème aujourd'hui de ce médicament, c'est qu'il n'est pas disponible légalement sur le marché vétérinaire. Dans aucun pays, à mon sens, sauf si ça a changé tout récemment, mais en tout cas en Europe, ça n'est pas disponible. Et donc, ça ne se procure qu'au marché noir. Donc, au final, c'est très facile aujourd'hui pour les propriétaires de s'en procurer puisqu'il y a beaucoup de sites internet qui ont été montés à ce sujet-là. Il y a un site Facebook. Moi, c'est des choses que je dis clairement à mes propriétaires. Je les en informe parce que je pense que c'est important. Et de toute façon, les informations, ils vont les trouver d'eux-mêmes très facilement. Et je pense qu'ils en voudront à leur vétérinaire de ne pas en avoir parlé et qu'ils le découvrent d'eux-mêmes plutôt que de nous-mêmes, on ait abordé ce sujet-là. Donc, c'est assez facile de s'en procurer. Ça comporte des limites. Alors, c'est un coût important. Ça, c'est quand même la première chose. On est généralement quand même sur plus de 1 000 €, voire en fonction des doses, on peut atteindre 2 000 à 3 000 € sur les traitements. Et également sur le fait qu'on n'a jamais la certitude de ce qu'il y a dans le médicament, puisque c'est du marché noir et il y a toujours le risque que des gens malhonnêtes envoient le médicament et que ça soit au final juste du sérum physiologique, enfin que ça soit pas la molécule. Et donc par rapport à tout ça, aujourd'hui pour nous vétérinaires, je pense qu'on a un devoir d'informer les gens. Par contre, on a strictement interdiction de commander, acheter le médicament, de le prescrire ou encore de l'administrer. Donc on peut juste donner des conseils aux gens. On suit bien entendu les chats derrière parce qu'il y a des suivis biologiques à faire régulièrement. Mais par contre, à aucun moment on peut se permettre de l'administrer ou de montrer même de faire l'injection pour les propriétaires. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment le médicament dont on parle le plus. Il y en a d'autres formes. Actuellement, il y a une forme aussi en comprimé dont on commence à parler qui s'appelle le Mutian. On ne sait pas exactement sa composition puisque c'est secret, non dévoilé. On pense que c'est proche, voire même peut-être que ça contient ce fameux GS 44 15-24. Et de la même manière, les études sont assez prometteuses également et ça a la simplicité de ne pas devoir faire des injections pour les propriétaires. Donc voilà, des choses qui sont, je pense, très prometteuses où on espère que très prochainement, il y aura une autorisation d'utilisation pour les vétérinaires. Il y a pas mal de gens qui sont en train de se battre à ce sujet-là. Et voilà, on espère que ça arrivera rapidement. Oui, bien sûr, en attendant les périodes qui sont assez longues des fois pour obtenir les autorisations de mise sur le marché et des tarifs malheureusement qui risquent d'être sans doute plus élevés en fait que le tarif là. Donc effectivement pour l'instant C'est probable. c'est un recours moi qui en pratique clairement au lieu d'annoncer aux gens avec leur chaton de 6 mois qui présentait une VIIT avec une PIF avec un pronostic extrêmement mauvais. Maintenant, à part des propriétaires qui refusent de s'approvisionner de cette façon-là, en fait, j'ai effectivement 90% à peu près de récupération sur ces animaux-là. Donc c'est relativement inespéré, sachant qu'avant, c'était 100% de mortalité. À quoi tu dois penser en priorité quand tu vas voir là, on parlait des inflammations, mais plus spécifiquement, les gens peuvent nous appeler des fois avec un motif, mon animal a subitement du sang à l'intérieur de l'œil, du sang en nature. Qu'est-ce qui peut nous orienter là-dessus?
Alors, sur un saignement, je pense que la première chose auquel il faut penser, c'est vraiment un phénomène d'hypertension. Alors, sauf quand même s'il y a eu un traumatisme juste avant. C'est quand même la première question, c'est est-ce que l'animal sort? Est-ce qu'il y a pu avoir un accident de la voie publique avec une voiture ou sur un animal qui a accès à un balcon, est-ce qu'il est tombé du balcon? Enfin, voilà, ça, il y a des choses, mais que ça, on va très rapidement l'identifier. Passer ça, la première chose à penser, c'est vraiment un phénomène d'hypertension. Mais c'est pas la seule chose. On oublie parfois les autres origines possibles, notamment les troubles de la coagulation. Et quand on parle de coagulation, il y a différentes phases dans la coagulation. Il y a ce qu'on appelle vraiment l'hémostase primaire et l'hémostase secondaire. Et l'hémostase primaire, c'est majoritairement, enfin le rôle majoritaire des plaquettes, également du facteur de Von Willebrand. Et les thrombopénies peuvent clairement, donc les défauts en plaquettes, quand il y en a pas du tout ou très peu, peuvent provoquer des saignements intraoculaires. Et je pense que là-dessus, les vétérinaires peuvent assez facilement passer à côté parce qu'en fait, l'analyseur souvent compte mal les plaquettes et donc beaucoup, quand ils voient 0 plaquette ou très peu de plaquettes sur leur analyse de sang, se disent juste que c'est l'analyseur qui a fait une bêtise. Sauf qu'en réalité, des fois, c'est ça la cause en fait du saignement dans l'œil. Donc ça, il faut quand même bien y penser et au final, juste faire un petit frottis sanguin pour vérifier s'il y a des plaquettes sur le frottis sanguin ou si c'est l'analyseur qui a dit des bêtises. Dans l'hémostase, donc on le disait, il y a la partie secondaire de l'hémostase, où ce sont tout ce qui est facteurs de coagulation, et où donc on peut avoir en fait des saignements soit liés à des anomalies de la coagulation qui sont congénitales, qui sont liées du coup par exemple à l'hémophilie A ou l'hémophilie B, qui existent chez le chien, ou alors on a des déficits acquis comme par exemple les intoxications aux anticoagulants, qui sont quand même quelque chose qu'on voit assez fréquemment chez le chien, également chez le chat. Donc voilà, et puis dans les causes plus rares, mais qu'il ne faut pas oublier non plus de saignement, on a tout ce qui est phénomène d'hyperviscosité sanguine. Donc ça va être les érythrocytoses, trop de globules rouges, ou les tumeurs à cellules rondes type myélome multiple qui vont engendrer énormément de protéines dans le sang, ou encore ce qu'on appelle aussi des gammapathies polyclonales, donc c'est aussi trop de protéines dans le sang, mais souvent liées à des origines infectieuses. On retrouve là encore par exemple la leishmaniose ou l'ehrlichiose. Et puis les hyperlipémies sanguines également qui peuvent provoquer de l'hyperviscosité, un sang qui circule moins bien, on va dire, qui est plus épais, et ça peut provoquer des saignements. Mais en tout cas, numéro 1, hypertension avant tout, et donc vérifier la pression artérielle. OK, donc on a vu qu'on pouvait avoir dans un œil, en fait, de l'inflammation, on peut avoir, en fait, aussi du sang. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent migrer du sang circulant dans l'organisme jusqu'à l'œil? Oui, on a aussi les lipides, en fait, qui peuvent aussi migrer dans l'œil, donc lors d'hyperlipémie, donc trop de cholestérol et ou de triglycérides dans le sang. C'est des choses qu'on rencontre, comme chez l'homme, assez fréquemment chez l'animal et qu'il faut également prendre en compte. Pas pour les mêmes raisons que chez l'homme, mais ça reste important. Et ça peut être alors soit racial, il y a des chiens qui naissent avec une hyperlipémie, donc certaines races, par exemple le Shetland ou le Schnauzer nain. Et puis ça peut être secondaire, et quand c'est secondaire, bien souvent c'est secondaire à des maladies endocriniennes. On peut citer le diabète sucré ou l'hypothyroïdie ou le Cushing encore, qui vont pouvoir provoquer des hyperlipémies sanguines et qui nécessitent d'être traitées. OK. Et petit point aussi sur la cicatrisation de l'œil finalement. Est-ce qu'il y a des maladies générales qui, quand elles surviennent, peuvent éventuellement ralentir la cicatrisation? Je pense en l'occurrence par rapport à des ulcères cornéens qui peuvent mettre du temps, c'est souvent une problématique pour les vétérinaires. Est-ce que trop souvent les vétérinaires se penchent uniquement sur l'œil et devraient peut-être penser aussi à des maladies, générales? Oui, sur des défauts de cicatrisation, alors je pense que la chose principale à laquelle il faut penser, c'est des excès en glucocorticoïdes. Alors soit parce que l'animal reçoit des médicaments, de la prédnisolone ou d'autres types de glucocorticoïdes, ou alors sur des maladies endocriniennes type Cushing, donc hypercorticisme, qui sont des sécrétions trop importantes de glucocorticoïdes dans l'organisme. Et ça va provoquer en fait un défaut de cicatrisation. Donc face à un animal qui a un ulcère, par exemple, atone qui ne cicatrise pas, dans ce cas, en effet, s'il y a d'autres signes, bien entendu, aussi évocateurs généraux, par exemple sur le Cushing, on pense bien entendu à la polyuropolydipsie qui est présente chez quasiment tous les chiens avec un Cushing, il Ça va veut dire quoi falloir la en po effet ça veut dire quoi la polyuropolydipsie? la polyuropolydipsie, ça veut dire boire et uriner trop. Donc en fait, ce sont des animaux qui urinent plus que d'habitude et qui du coup secondairement boivent beaucoup pour compenser. Et généralement, ce que vont voir les propriétaires, c'est le fait qu'ils boivent beaucoup. Plus que le fait alors ils voient aussi qu'ils sont malpropres parfois la nuit, mais ce qui les choque en tout premier, c'est le fait qu'ils passent leur vie d'aller à la gamelle d'eau. D'accord.
Donc ça, c'est vraiment le premier signe, en fait, ou un des signes qui est les plus fréquents, en fait, quand on a un syndrome de Cushing. Oui, c'est un signe qu'on va rencontrer aussi bien entendu dans d'autres maladies, mais ça fait partie du syndrome de Cushing avec d'autres signes, généralement d'avoir beaucoup d'appétit et de prendre du poids avec un abdomen, un ventre qui devient un petit peu gros et qui pend un peu vers le bas. D'accord. Ce qu'on peut citer aussi, donc quand on a un retard de cicatrisation cornéenne, moi je le vois assez régulièrement aussi en clientèle et c'est rarement évalué par les vétérinaires. Ce sont des syndromes avec des troubles neurologiques qui peuvent occasionner en fait des paralysies, par exemple du trijumeau, avec une perte de sensibilité de la cornée. Forcément, l'organisme n'aura pas conscience qu'il y a une lésion cornéenne qui évolue et des troubles aussi de la sécrétion lacrymale qui peuvent être aussi induits par des troubles neurologiques, beaucoup plus rares, mais bon, lors d'atteinte du parasympathique. Ces maladies générales, en fait, finalement, elles peuvent vraiment, embêter notre œil, et est-ce qu'à terme, en fait, un animal peut devenir aveugle à cause d'une maladie générale, en dehors des pathologies qu'on a déjà vues jusqu'à maintenant? Alors oui, il y a en effet pas mal de pathologies qui peuvent rendre aveugle l'animal, de différentes manières. Alors il y a les cataractes, on connaît bien la cataracte, chez l'animal, comme chez l'homme en fait et il y a bien sûr les origines purement, oculaires, mais on a aussi des maladies, alors surtout endocriniennes, qui vont être à l'origine de cataractes. Donc par exemple, le diabète sucré, c'est quand même très fréquent chez le chien puisque, on va dire que 3/4 des chiens, qui, ont un diabète sucré vont développer une cataracte dans l'année qui suit le diagnostic, donc c'est quand même non négligeable. Et en plus, il peut y avoir des rétinopathies diabétiques également, lors de ces diabètes sucrés. C'est beaucoup plus rare chez le chat, la cataracte diabétique, mais on peut le voir aussi. Enfin, j'ai dû le voir une fois, je pense, c'est assez, beau d'ailleurs, enfin c'est impressionnant en fait, je trouve sur un chat. Mais voilà, beaucoup plus rare. Toujours sur la cataracte en fait, on a également des cataractes hypocalcémiques, c'est-à-dire quand il y a un défaut de calcium dans l'organisme. Alors c'est des maladies beaucoup plus rares quand même, qui on les voit moins souvent que le diabète sucré, mais par exemple des hypoparathyroïdismes primaires, donc c'est vraiment des déficits hein, en calcium liés à des déficits en d'autres hormones avant, ou des déficits en vitamine D également vont pouvoir faire ça. Et dans ce cas-là, on a des opacités qui sont assez typiques dans l'œil, linéaire ou ponctiforme. Donc voilà, ça c'est sur tout ce qui est cataracte. Après, il y a d'autres origines. On a déjà un petit peu parlé de l'hypertension. Eh bien, s'il y a un saignement important dans l'œil ou un décollement de rétine ou les deux, ben là également, on peut avoir une perte de vision. Donc il faut également y penser. On a également, alors le lien n'est pas complètement prouvé, mais sur des animaux qui ont des Cushing, on suspecte un lien avec le développement de syndrome de la rétine silencieuse, qui sont des pertes de vision, alors assez brutales ou en tout cas sur quelques jours à quelques semaines, et sur des chiens qui en fait ont les mêmes signes cliniques que ceux dont on parlait avant avec le Cushing. On ne met pas toujours en évidence le Cushing, mais en tout cas on suspecte qu'il y a un lien. Donc ça aussi, ça fait partie des choses à évoquer. Et puis après, carrément au niveau du cerveau, hein, les atteintes dans le cerveau qui vont aller toucher le chiasma optique ou en tout cas le comprimé vont pouvoir rendre aveugle l'animal. Donc on va penser aux tumeurs intracrâniennes en fonction de leur localisation et également aux maladies inflammatoires au sein du cerveau. Tu me parlais de l'hypertension artérielle systémique tout à l'heure. Oui, Est-ce que ça atteint autant le chat que le chien? Comment c'est réparti? alors les deux espèces sont beaucoup touchées, je pense qu'on le sous-estime. C'est quand même plus souvent le chat parce que les maladies qui vont favoriser l'apparition d'une hypertension, dont les maladies rénales chroniques, sont très fréquentes chez les chats qui vieillissent. Donc oui, je dirais plus souvent le chat que le chien, mais les 2 peuvent être touchés globalement. Et pour les propriétaires de chats qui nous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent savoir finalement en fait que leur chat est hyper tendu? Est-ce qu'ils vont être plus excités, plus nerveux, un peu comme chez nous ou pas? Ou plus fatigués? Alors non, pas spécialement, c'est pas, malheureusement, c'est pas aussi simple, de savoir que son chat est hyper tendu. Alors, soit en effet, ils vont noter que leur chat a une perte de vision, ou a un œil qui devient rouge comme on disait avant et dans ce cas-là, en effet, il faut s'inquiéter et consulter pour voir s'il y a en effet une hypertension sous-jacente. Mais sinon, en fait, l'hypertension, on va la rechercher quand les chats sont atteints de maladies qui prédisposent au développement d'une hypertension et dans ce cas-là, c'est des choses qu'on suit très régulièrement, enfin tous les
3 à 6 mois globalement, où on va faire des mesures de pression artérielle et des fonds d'œil également pour regarder l'aspect de la rétine. Et puis de manière générale, on recommande également qu'à partir du moment où l'animal passe en catégorie senior, donc au-delà de 7 voire 9 ans, on fait régulièrement, tous les ans en fait, au moment de la consultation annuelle, on fait une mesure de pression artérielle, également un fond d'œil pour vérifier qu'il n'y ait pas d'hypertension qui se développe. Ok. Donc, ce qu'il faut insister, en fait, finalement, auprès des propriétaires et même des vétérinaires aussi, mais qui le savent pour la plupart, c'est que quand on a un chat qui a une maladie prédisposante comme l'hypertension, pas l'hypertension, donc comme des maladies comme le diabète, comme des maladies essentiellement comme les maladies rénales chroniques ou l'hyperthyroïdie, il faut vraiment surveiller ces animaux très régulièrement. Et petite chose importante à préciser, près de 60% des animaux qui sont présentés pour motif d'hypertension ont une cécité associée. Donc c'est le symptôme numéro un en fait lors d'hypertension. Et clairement, l'examen du fond d'œil est tout aussi important que la mesure de tension. Mesure de tension qui est souvent controversée par certaines études, puisque l'animal, quand il va être arrivé à la clinique, il peut être stressé, il peut avoir un effet blouse blanche qui contribue à l'augmentation de sa pression artérielle systémique, alors que la rétine, elle, ne ment pas. Il n'y a pas de variation. Donc moi, donc en tant qu'ophtalmologue, j'encourage vivement en fait tous nos confrères. Alors certes, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué à apprécier pour certains, mais je vous encourage à pratiquer sur tous les animaux que vous voyez en consultation qui sont normaux. Ça vous permettra de mieux apprécier en fait les premiers signes qui sont en fait dans les premiers éléments, c'est une hypertortuosité en fait des vaisseaux rétiniens qui va vous conduire à suspecter ces lésions rétiniennes. Les évolutions en fait de maladies rétiniennes quand on a des hypertensions artérielles systémiques, elles se font sur plusieurs mois avant vraiment de déclencher des cécités. Donc vraiment, faites ces examens régulièrement, c'est ce qu'on peut conseiller aujourd'hui. Les principales maladies qui vont prédisposer à l'hypertension, donc j'en ai abordé quelques-unes, c'est quoi ces maladies finalement? Alors, je pense que la maladie vraiment numéro un, ce sont les maladies rénales chroniques, donc des maladies dégénératives des reins, qui sont quand même très fréquentes chez le chat, alors sans être toujours sur des stades très avancés, mais on considère aujourd'hui que chez les chats de plus de 15 ans, il y en a 80% qui ont des maladies rénales chroniques. Et lors de maladies rénales chroniques, il y en a environ 2 tiers qui développent des hypertensions à un moment ou à un autre. Donc c'est quand même vraiment la première chose à rechercher. Et en plus, l'hypertension lors de maladies rénales chroniques n'est pas liée au stade. C'est-à-dire qu'une maladie rénale chronique, même très débutante, peut être hypertensive. Donc vraiment, voilà, ça reste pour moi le grand numéro un. On parle beaucoup, bien entendu, de l'hyperthyroïdie. C'est au final un grand sujet de controverse à l'heure actuelle, en tout cas pour nous internistes, où en réalité, on ne sait pas si c'est vraiment l'hyperthyroïdie qui est à l'origine d'une hypertension ou bien souvent les maladies rénales qui sont concomitantes. Mais là encore, il faut quand même bien entendu le rechercher, déjà parce que bien souvent, il y aura une maladie rénale concomitante, mais qu'on ne verra pas initialement parce qu'elle est cachée par l'hyperthyroïdie. Donc là également, dans d'autres dysendocrinies, il y a l'hyperaldostéronisme. Alors c'est un nom un petit peu barbare. C'est une sécrétion trop importante d'aldostérone. C'est une maladie qu'on considère comme très rare aujourd'hui chez le chat, qui est probablement quand même très sous-diagnostiquée. Je dis pas que c'est fréquent, mais c'est probablement rare et non pas très rare, et qui est vraiment caractérisée par de l'hypertension. Et puis après, en effet, alors le diabète sucré, c'est controversé chez l'homme, c'est bien connu que ça provoque de l'hypertension. Chez l'animal, ça reste également controversé, on n'a pas de grandes preuves à l'heure actuelle, mais on va quand même aussi faire des mesures de pression artérielle pour vérifier. Et puis alors chez le chat, beaucoup plus rarement, le Cushing ou les phéochromocytomes qui vont également pouvoir provoquer de l'hypertension. Par contre, chez un chien, par exemple, le Cushing, c'est une cause majeure d'hypertension puisque ça reste une maladie qu'on diagnostique assez fréquemment. Et je pense qu'on est environ à 75-80% des cas de Cushing qui sont hypertendus chez le chien. Donc ça, c'est quand même vraiment une cause importante. Chez le chat, il faut savoir aussi que l'hypertension peut être idiopathique, sans cause sous-jacente, comme on disait tout à l'heure, mise en évidence. Après, encore une fois, est-ce que ce ne sont pas des chats qui ont déjà une maladie rénale qui commence tout doucement, qu'on est incapable de mettre en évidence, mais qui provoquent déjà de l'hypertension? C'est tout à fait possible. Et il ne faut pas oublier les médicaments qu'on va utiliser, qui peuvent parfois provoquer également de l'hypertension. Alors on pense, en tout cas parfois ça a été montré sur l'utilisation des corticoïdes, mais le plus important, même si on l'utilise pas souvent, ce sont les injections d'EPO ou d'arbépoïétine,
On va en fait notamment les utiliser chez les chats en maladie rénale chronique qui sont anémiés. Et pour le coup, le PO provoque de l'hypertension, enfin très fréquemment. Donc il faut être vigilant parce qu'on est déjà sur des chats en maladie rénale chronique, donc qui potentiellement sont hypertendus ou qui ont une prédisposition à l'être. Et en plus, on donne un médicament qui peut d'autant plus les rendre hypertendus. Donc voilà, c'est les principales choses que je citerai en tout cas. OK. Comme ça, aujourd'hui, j'aurais appris que finalement, en fait, les chats que tu traites, en fait, peuvent très bien courir le Tour de France, en fait, hein, c'est ça? Exactement. Donc finalement, je le disais tout à l'heure, c'est des fois difficile, le chat va être un peu stressé quand il va être en consultation. Est-ce que toi, tu as des trucs, trucs et astuces entre guillemets en fait, pour être sûr que le chat finalement, il est bien hyper tendu et il est pas juste stressé quand il arrive en consultation chez le vétérinaire? Alors non, je pense que c'est malheureusement le point le plus compliqué sur juger d'une hypertension réelle ou situationnelle, hein. C'est le nom qu'on donne à ces hypertensions qui sont liées au stress, surtout chez le chat, un peu également chez le chien. Alors maintenant, enfin, on sait qu'il faut avoir un protocole standardisé pour la mesure de la pression artérielle. Il y a des recommandations très claires là-dessus et c'est important de les appliquer dans les cliniques vétérinaires et d'ailleurs de mettre en place des protocoles pour que ça soit toujours fait de la même manière. On considère qu'il faut bien entendu laisser l'animal s'acclimater à une pièce qui est calme pendant au moins 5-10 minutes, idéalement avec son propriétaire, sauf quelques animaux qui sont plus stressés avec leur propriétaire que sans, mais majoritairement, ils sont quand même plus en confiance avec leur propriétaire. Et puis en faisant beaucoup de mesures, en ne prenant jamais en compte la première, parce qu'ils sont toujours surpris de toute façon du brassard qui va se gonfler, comme pour nous, hein, si on fait une mesure de pression. Et puis voilà, donc pas mal de recommandations, mais ça n'empêche que sur un animal très stressé, ça reste difficile quand même à interpréter, et même avec toutes ces mesures, on ne sait pas toujours. Donc de toute façon, ce qui va nous aider, c'est là justement où on a un grand intérêt, comme tu le disais, à faire un fond d'œil et à rechercher des lésions du fond d'œil. En fait, on recherche des lésions des organes cibles de l'hypertension. Et les organes cibles de l'hypertension, alors le numéro 1, c'est l'œil. Et il y a également le cerveau, le cœur, les reins et le système vasculaire. Donc c'est pas toujours facile à objectiver pour les autres. C'est pour ça que l'œil, déjà, c'est le premier touché et en plus, c'est celui qu'on va plus facilement évaluer. On voit directement et faire un fond d'œil, en effet, au final, quand on le pratique régulièrement, c'est assez simple. Et donc, c'est là, en fait, où ça va vraiment intervenir et où on sera sûr qu'il y a une hypertension s'il y a des lésions du fond d'œil. De la même manière, si on a un animal hypertendu et qui a des troubles neurologiques d'apparition aiguë, là aussi, ça sera très en faveur d'une hypertension qui est réelle. Après, pour les autres, où il n'y a pas de lésion des organes cibles évidente, eh bien, on va remesurer en fait la pression artérielle. Et puis, si l'hypertension persiste, on considérera que c'est réel et qu'il faut mettre en place un traitement. Ouais, donc du coup, au final, le traitement de l'hypertension, c'est de mettre en place des traitements du problème initial qui déclenche l'hypertension et quand c'est pas présent, donc tu vas associer d'autres médicaments? Oui, alors d'ailleurs, qu'il y ait une maladie concomitante ou non. Alors bien entendu, s'il n'y a pas de cause sous-jacente identifiée, on a besoin de molécules pour faire baisser la pression. Mais même quand il y a une maladie sous-jacente, par exemple une maladie rénale chronique ou on disait une hyperthyroïdie identifiée, on ne va pas attendre de voir si le traitement de la maladie améliore l'hypertension pour la traiter. C'est trop risqué, on traite de toute façon l'hypertension. Et qui plus est, par exemple, sur des maladies rénales chroniques, on est sur des lésions souvent irréversibles, on va juste essayer de stabiliser, donc de toute façon, on devra traiter notre hypertension, elle ne va pas s'améliorer d'elle-même. Et donc, on va utiliser alors différents types de traitements. Pour le chat, la première ligne de traitement, c'est l'amlodipine, qui est ce qu'on appelle un inhibiteur calcique, qui va avoir une action vasodilatatrice. C'est vraiment la première ligne. Les études aujourd'hui montrent que c'est la plus efficace. Il y a eu d'autres études sur d'autres molécules, notamment les sartans, hein, donc le telmisartan, qui montrent également de l'efficacité de cette molécule, mais avec des diminutions moindres et surtout qui n'a été testé que c'est sur des hypertensions qui ne sont pas très importantes et notamment qui ne sont pas associées à des lésions justement des organes cibles. Donc aujourd'hui, première ligne, première recommandation, amlodipine chez le chat. Et à l'inverse, chez le chien, par contre, ce sont les sartans, donc telmisartan, ou les IECA type bénazépryl qu'on va utiliser plutôt en première ligne. On ajoutera d'autres molécules dans un second temps. Et l'objectif dans tout ça, c'est d'obtenir une pression artérielle inférieure, alors idéalement à 140 mm de mercure, ce qu'on va vraiment considérer en fait comme une normotension. Et
l'objectif déjà qu'on cherche à atteindre dans la majorité des cas, on est déjà content, c'est de passer en dessous de 160, donc dans un état de pré-hypertension, hein. Aujourd'hui, la classification est faite comme ça. Tout en évitant bien sûr les hypotensions, il ne faut pas non plus surdoser les animaux, et en étant également vigilant à faire diminuer progressivement la pression artérielle. Contrairement à ce qu'on croit, on ne veut pas faire chuter en quelques heures la pression, ça serait plutôt même délétère de le faire. Donc on veut être progressif généralement sur déjà, si on fait bien baisser sur 24-48 heures, on est content quand il y a vraiment des lésions importantes. Et ces molécules, on va pouvoir les associer éventuellement en cas de crise, parce que finalement, lors du traitement d'une hypertension artérielle systémique, c'est pas quelque chose de figé, ça évolue dans le temps. On peut avoir des échappements, un peu comme avec l'épilepsie par exemple. Est-ce qu'on peut associer donc ces molécules entre elles? Alors oui, on va déjà augmenter, les molécules jusqu'à leur dose maximale qu'on peut utiliser et tant qu'elles sont tolérées, sachant que c'est plus facile sur l'amlodipine que sur les IECA ou les sartans qui peuvent avoir quand même des effets, sur les reins et les électrolytes sanguins. Donc c'est des choses qui doivent être, suivies. Alors que sur l'amlodipine, globalement, il y a moins d'effets secondaires, enfin qu'on craint en tout cas sur la fonction rénale. Et après, une fois qu'on a atteint les doses maximales, en effet, on va associer des molécules. Alors pour moi, généralement, plutôt amlodipine et sartan ou IECA. On essaie d'éviter l'association IECA plus sartan, même si ça se fait parfois dans certaines conditions. Mais en fait, vu qu'ils ont quand même un effet un peu sur la même cascade, hein, métabolique, le risque, en fait, c'est que ces effets secondaires ont encore plus de risques d'apparaître sur la Hmm. fonction rénale et surtout sur les déséquilibres en potassium si on associe ces deux molécules. Donc, c'est vraiment en dernier recours. Et j'ajouterais juste aussi que l'amlodipine, alors donc c'est pas ça a pas été, extrêmement prouvé, très scientifiquement forcément, mais, elle aurait en fait une action neuroprotectrice en fait sur les cellules de rétine. Donc en indication, thérapeutique sur des chats qui sont présentés hypertendus et aveugles, il y aurait vraiment en fait une supériorité, clairement de l'utilisation de l'amlodipine. Après, en pratique, il faudra encore le prouver avec des examens et des études. Finalement, en fait, le pronostic visuel, il va être bon, en fait, quand on va les traiter, ces animaux, qui viennent aveugles, en fait, et qu'on met sous traitement antihypertenseur? Alors oui, il est plutôt bon. Alors, tout dépend ce qu'on considère comme bon, hein, c'est si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais en soi, on va considérer qu'un peu plus de la moitié, donc 54% des chats sous traitement antihypertenseur vont récupérer une vision normale. Donc ça reste quand même plus de la moitié. Et 92% vont avoir un fond d'œil qui s'améliore dans l'année. Donc c'est quand même des bonnes choses. Après, c'est bien sûr aussi dépendant du suivi qu'on va en faire. C'est qu'il suffit pas de mettre un traitement et de se dire tout va bien aller. Non, bien au contraire, comme on le disait au final, comme tu le disais juste avant, il faut réévaluer, voir si le traitement est suffisant, si il est bien toléré, et il faut le réajuster. Et ça a été montré, hein. On a une meilleure chance de récupération si on suit correctement les choses et qu'on adapte au fur et à mesure le traitement. Ça paraît logique en soi, mais c'est important. Et tout à l'heure, tu nous parlais, en fait, des effets de certaines molécules comme les IECA sur les reins, et cetera. Est-ce que, à l'inverse, en fait, des médicaments qui sont donnés, au quotidien ou même pour des actions bien bien ciblées, peuvent avoir des conséquences au niveau de l'œil spécifiquement? Alors oui, il y en a un certain nombre, certaines qui sont à mon sens importantes parce que c'est des traitements antibiotiques qu'on va pouvoir assez souvent utiliser. Alors je pense principalement chez le chat à l'enrofloxacine. Alors déjà le premier point, c'est qu'en théorie c'est une fluoroquinolone, donc c'est pas une molécule qu'on est censé utiliser chez le chat sans raison vraiment importante et un antibiogramme, etc., hein. C'est des molécules qui sont réglementées. Mais en plus l'enrofloxacine chez le chat peut provoquer des rétinopathies. Donc, il faut quand même y prêter attention. Et à mon sens, de toute façon, si on doit vraiment utiliser une fluoroquinolone chez un chat, ce n'est pas l'enrofloxacine qu'on va choisir, mais plutôt de la marbofloxacine, par exemple. Mais voilà, je pense que c'est des choses où les vétérinaires sont peut-être pas toujours au courant, parce que moi, j'en vois quand même fréquemment des chats qui arrivent sous enrofloxacine. Et donc voilà, c'est des choses, je pense que c'est toujours important de le dire. Et chez le chien, il y a le trimethoprim sulfamide, le TMPS, qui peut provoquer des sécheresses lacrymales, enfin des kératoconjonctivites sèches. Et ça, pour le coup, je l'ai quand même vu, moi, un certain nombre de fois. Je pense que c'est pas si rare. Tu me contredis si j'ai tort, mais ça peut se résoudre, par contre, après l'arrêt du traitement. Mais c'est assez impressionnant quand ça survient. Et pour moi, du coup, c'est vraiment une molécule, quand je la prescris, et je l'utilise au final maintenant quand même assez souvent, puisqu'au final, ça reste un antibiotique qui a une très bonne pénétration tissulaire, à une époque où justement on essaie de plus utiliser les fluoroquinolones qu'on utilisait beaucoup avant. Donc au final, c'est un antibiotique qu'on utilise plus fréquemment maintenant.
sécrétion, eh bien, je préviens systématiquement les propriétaires que ça peut survenir, qu'ils surveillent bien en fait l'aspect et les sécrétions des yeux de leur chien et qu'au moindre doute, ils nous contactent et ils consultent. Et d'ailleurs, en fait, sur des chiens qui ont déjà des antécédents d'avoir eu des problèmes de sécheresse lacrymale, etc., je le prescris pas du tout. Là, vraiment, j'y prête très attention. Et après, dans les autres choses qu'on peut citer, il y a certains antidiarrhéiques qu'on utilise parfois, moi j'utilise très peu, mais qui contiennent des atropinisants et qui vont du coup aussi diminuer les sécrétions lacrymales, donc c'est également à connaître. Ouais, c'est ce que je reprends effectivement. Je pense que clairement tous les animaux qui sont prédisposés à des kératoconjonctivites sèches de manière générale, ou même enfin, qui présentent déjà une kératoconjonctivite sèche, ou des sujets qui sont un peu prédisposés, type bulldog, shih tzu, etc. Je pense que l'utilisation d'atropinisants ou trimétoprime doit être vraiment réservée à des cas où on n'a pas d'autre alternative que de les utiliser, ou du moins et éventuellement prévoir une supplémentation lacrymale le temps du traitement, ça peut être une idée. Et par contre, c'est quelque chose qui est clairement réversible, à la différence de l'enfloxacine. Malheureusement, une fois que la rétine est complètement dégénérée à cause du traitement enfloxacine, et j'en ai vu encore un cas, c'est rare, mais j'en ai vu un cas il y a 3 semaines, avec un problème aussi de dose. Aussi, hein, c'est ce qu'il faut mentionner, c'est que l'enfloxacine a des doses très faibles, en général ça va, mais là effectivement il y avait eu un souci de dose sur l'animal. Donc finalement, vraiment, l'œil, il est finalement au centre de l'organisme. Sa fonction première, en fait, c'est la vision. Donc il y a des interconnexions, tu le disais tout à l'heure, en fait, avec différents systèmes de ce qu'on appelle les nerfs crâniens. En fait, ce sont tous les nerfs qui interagissent au niveau entre le cerveau et l'appréciation. Donc finalement, l'œil, c'est pas juste le nerf optique qui va permettre la vision. Est-ce qu'il y a, quand tu as des dysfonctions finalement au niveau du système nerveux, est-ce que tu peux voir des choses en particulier au niveau de l'œil? Est-ce que donc quand il y a des lésions cérébrales, est-ce que tu peux le voir et l'apprécier au niveau de cet œil? Alors oui, il y a plein de manières au final, enfin plein de maladies, on va pouvoir l'apprécier au niveau de l'œil. Alors dans les premières choses, tu parlais justement des nerfs crâniens. Donc en effet, les nerfs crâniens, on le disait en début, ça va vraiment permettre de faire bouger les yeux, de gérer la position des paupières. On a bien entendu le nerf optique. Et puis on a d'autres nerfs comme le nerf sympathique également pour le diamètre de la pupille. Et tous ces nerfs crâniens, on les évalue en fait dans les troubles neurologiques, puisque parfois ça va nous aider à neurolocaliser, c'est-à-dire à essayer de savoir où se trouve la lésion au sein du cerveau. Est-ce que c'est dans une aire plus spécifique? Est-ce que c'est plutôt périphérique dans le système vestibulaire? Et là, en l'occurrence, on aura des anomalies sur les yeux. Les propriétaires vont parfois le voir, que l'œil de leur animal, il fait des allers-retours permanents et il bouge en permanence, soit vers le haut, soit sur la ligne horizontale. Et ça nous aide également pour la neurolocalisation. Donc ça, c'est important pour les troubles neurologiques. On peut évaluer en effet le nerf optique, faire un fond d'œil. Là encore, ça peut être intéressant. On a également dans des formes en fait de maladies immunitaires qu'on retrouve au niveau du cerveau, ce qu'on appelle les méningoencéphalites. On a les méningoencéphalites granulomateuses qui en fait comportent différentes formes. Et dans ces différentes formes, il y a la plus fréquente qu'on voit qui est multifocale, où il y a des lésions à différents endroits du cerveau. Il y a des formes focales où on a une lésion seulement à un endroit du cerveau. Et puis on a des formes qui sont les plus rares, qui sont seulement oculaires. Donc c'est des pertes de vision qui sont assez aiguës à suraiguës, donc assez brutales, et qui, on a une lésion en fait du nerf optique qui se voit à l'IRM quand on fait donc des IRM, et c'est le seul endroit où on voit la lésion, et ça se traite en fait comme toutes les autres méningoencéphalites granulomateuses, mais c'est des traitements quand même assez lourds et assez longs. Donc voilà, ça fait partie des choses également qu'il va falloir évaluer et qui sont intéressantes pour nous. Et puis après, dans les autres choses, alors on a le syndrome de Claude Bernard Horner, dont on pourrait parler très longtemps, parce que c'est un vaste sujet, mais le syndrome de Claude Bernard Horner, alors c'est caractérisé, parce que les gens souvent le voient, par un animal qui a donc sur un œil une pupille de plus petit diamètre, donc un myosis, la paupière qui tombe un petit peu. On peut également avoir la troisième paupière qui remonte, une procidence. Et puis, on a le globe oculaire qui est un petit peu lui aussi, du coup, rétracté, donc ce qu'on appelle une hénophtalmie. Et donc ça, c'est un syndrome de Claude Bernard Horner. Ça va correspondre à une atteinte du nerf orthosympathique. Et en fait, ce nerf, il a un trajet très particulier. Enfin, il y a des relais, en fait, et il part du cerveau pour passer dans la moelle épinière cervicale, puis sortir dans le thorax et remonter dans le cou jusqu'à l'œil. Donc, il a un très long trajet. Et en fait, n'importe quelle lésion sur tout ce trajet va pouvoir en fait provoquer justement ce syndrome de Claude Bernard Horner. Donc c'est vrai que nous, en médecine interne, on les voit parfois, et on peut même les voir sur des cas assez particuliers où par exemple les animaux régurgitent en parallèle parce qu'ils ont une masse justement dans le thorax ou une anomalie dans le thorax qui vient en fait
comprimer le nerf, mais également comprimer l'œsophage et du coup provoquer d'autres signes cliniques. Donc ça reste des cas vraiment où il y a un lien direct entre l'ophtalmologie, la neurologie, la médecine interne. Donc ça reste des jolis cas d'internistes en effet. Et puis voilà, pour citer un dernier exemple globalement de choses plus rares, anecdotiques, mais peut-être qu'on n'y pense pas assez souvent, on a ce qu'on appelle les dysautonomies également chez le chien et le chat, qui sont des maladies du système nerveux autonome, donc globalement une grosse partie du système nerveux, et qui provoquent en fait une mydriase, donc vraiment des yeux dilatés, mais sans perte de vision, et c'est juste vraiment des yeux très dilatés. Il y a d'autres manifestations, mais là encore, en fait, en regardant l'œil, on a des indications qui vont nous aider à nous orienter sur ces maladies. Merci beaucoup pour toutes ces informations. En résumé, je pense qu'on peut dire finalement, si l'œil est transparent, c'est pas que, pour voir finalement, c'est aussi pour voir l'intérieur de l'organisme et son appréciation, je pense même par les propriétaires est hyper important donc s'il y avait un seul message à donner aux propriétaires aujourd'hui, ce serait quoi? Alors, je pense que s'il y a un message à donner aux propriétaires, c'est qu'en effet, s'ils ont le moindre doute de quelque chose qui a changé chez leur animal, c'est eux qui le voient tous les jours, donc c'est eux qui le connaissent le mieux et qui vont noter plus facilement un changement. Eh bien, il faut pas, enfin, ils ont raison, puisque c'est eux qui connaissent vraiment par cœur leur animal. Et du coup, ils ne doivent pas hésiter justement à contacter leur vétérinaire, à en discuter avec eux. Et même une petite chose qui peut sembler anodine, parfois ne l'est pas tant que ça. Et au plus tôt on le voit, au mieux derrière pour le prendre en charge. Donc voilà, ne pas hésiter à contacter leur vétérinaire. Parfait. Écoute, je te remercie énormément pour ta participation à ce podcast, Anaïs. Donc Merci à toi. je rappelle aux auditeurs, donc vous pouvez retrouver le docteur Anaïs Lamoureux au centre hospitalier Norvet, donc près de Lille. Si vous avez des soucis de médecine interne, si vous voyez que votre animal, votre vétérinaire en fait essaie de le traiter sur des maladies longues, etc., et que n'y parvient pas forcément, vous pouvez demander son avis, son conseil. Elle est très disponible et puis comme vous avez pu le voir aussi, super technique et elle rend les connaissances abordables par le plus grand nombre. Donc vraiment un grand merci à toi, Anaïs. Merci à toi de m'avoir convié à ce podcast, c'était très intéressant. À bientôt. À bientôt. Aujourd'hui, on a vu avec Anaïs Lamoureux que l'œil n'est pas qu'un simple système permettant la vision. Il est un organisme dans l'organisme et interagit avec lui par des relations tissulaires. Il est à la fois indépendant, isolé et interagit avec les autres organes et qui, par conséquent, reflète toutes les modifications générales. Toute variation de l'aspect ou de la couleur de l'œil doit motiver une visite chez son vétérinaire qui saura vous orienter. On a vu que de nombreuses maladies inflammatoires, infectieuses, parasitaires, tumorales, voire indéterminées peuvent changer l'aspect interne des yeux, qu'il peut y avoir des saignements endoculaires et qu'un décollement de la rétine peut survenir secondairement à l'hypertension artérielle systémique, principalement chez le chat. Cette maladie est malheureusement sous-diagnostiquée car la mesure de la pression artérielle n'est pas toujours systématisée et compliquée à mettre en œuvre chez le chat qui est souvent stressé en consultation. La réalisation d'un fond d'œil permet simplement de détecter des stades précoces de la maladie et mettre en place un traitement souvent efficace et qui empêchera votre chat de devenir aveugle. On se retrouve dans un mois, j'aurai le plaisir d'accueillir le docteur Philippe Durieux qui nous expliquera pourquoi mon chat voit mieux que moi, particulièrement la nuit. Pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes de l'œil au clébard, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pour aller encore plus loin, rendez-vous sur visionanimal.fr.